Bonjour à tous. Alors, malheureusement, Laetitia Sroche-Bodard ne pouvait pas être avec nous. Elle est souffrante. Laetitia elle travaille à mes côtés à l'Express et effectivement, en fait, elle attend un heureux événement et elle est obligée en ce moment de garder la maison. Donc, on l'excuse. Elle aurait été ravie d'être avec nous, mais nous allons on va essayer de faire un meilleur débat possible et peut-être même d'aller explorer toutes les dimensions de l'humour. Je me demande si on m'a demandé de vous parler de l'avenir de l'humour. Et puis, quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'au fond, l'humour, y a-t-il un avenir pour l'humour? Alors, moi, je vais vous dire, je vais commencer en vous racontant une blague. Je ne sais pas raconter les blagues, mais j'ai quand même envie de la raconter. C'est une blague qui circule en ce moment, depuis d'ailleurs quelques mois, à Moscou. Alors, Poutine est en enfer. Et puis, au cours d'une permission sur Terre, il se rend dans un bar. Et il commande une vodka et il demande avec insistance au serveur si la Crimée, le Donbass, Kiev et finalement toute l'Ukraine sont toujours à nous. Et le serveur lui répond oui. Alors il est très content, évidemment, Poutine. Il est rassuré et il demande l'addition. Et 5 € lui répond le serveur. Alors, vous voyez, ce type de blague, c'est des blagues qui s'inscrivent tout à fait dans... C'est exactement dans la filiation des histoires du temps de l'Union soviétique qui circulaient un peu partout à Moscou. Et ce qui est assez intéressant, c'est de revoir l'humour aujourd'hui à Moscou, mais de la même façon, on voit des scènes de stand-up, on voit de l'humour partout aussi, en Ukraine aujourd'hui, on voit des scènes de stand-up qui se mettent en place, par exemple, dans le métro ukrainien. Il y a eu beaucoup de sujets dans la presse, nous, l'Express, on l'a traité, et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on peut rire en Ukraine, on peut rire à Moscou. J'ai l'impression qu'on rit moins aujourd'hui en France, peut-être parce qu'on a perdu le goût de rire. Alors pour parler de ce sujet, je vais vous présenter, mais vous les connaissez déjà, Philippe Val, bonjour. Vous êtes essayiste, humoriste, vous avez dirigé Charlie Hebdo, vous avez dirigé France Inter. Vous êtes l'auteur d'un dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. C'est paru l'année dernière, c'est un gros ouvrage, mais génial, à lire aux éditions de l'Observatoire. C'était en 2022, et je crois que vous êtes déjà sur votre prochain ouvrage. Xavier Gors, bonjour. Vous êtes dessinateur de presse dans un journal qui s'appelle Le Point. De temps en temps, vous venez aussi dessiner chez nous, et on vous en remercie. Vous êtes l'auteur des fameux Indégivrables. Et vous avez été pendant presque 20 ans, 19 ans, dessinateur pour Le Monde. Et puis un jour, comme les histoires d'humour se terminent toujours mal, ça s'est arrêté au Monde, et vous êtes parti en démissionnant, et avec un peu de fracas, on s'en souvient, vous nous le raconterez sans doute pourquoi, parce que c'est très intéressant de savoir comment et pourquoi vous êtes parti. Vous avez aussi, publié, vous avez publié des recueils de vos dessins chez Buchet-Castel, Chaud de vent, donc sur le réchauffement climatique, et puis le deuxième recueil sur les fake news, Un Fox à gogo. Fergan Aziari, alors vous êtes essayiste, et vous avez publié récemment un livre, vous nous direz si c'est drôle, Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée, et aux éditions de la Cité. Et Fergan, on peut dire que vous défendez des positions très libérales, et notamment dans ces positions libérales, évidemment, la liberté d'expression. Alors, je commence peut-être avec vous, Philippe. Est-ce que je vais rentrer tout de suite dans le sujet, est-ce qu'on vit aujourd'hui dans une sorte de tyrannie de la bienveillance qui pousse à l'autocensure ou à l'interdiction? C'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. Alors, peut-être que je ne voudrais pas être trop long, mais l'humour, je pense que l'humour a une place très particulière dans la culture. On pourrait comment appeler ça? La culture européenne, de la civilisation européenne, enfin de cette partie de l'Occident dans laquelle nous vivons, qui est née, cette culture est née dans l'Antiquité grecque, dans une espèce d'hybridation avec la loi juive et la raison grecque, dès le 5e siècle, dès les présocratiques, et puis après ça a continué à travers l'histoire. Et je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres civilisations. Enfin, quand on lit les romans chinois médiévaux ou des choses comme ça, on se rend compte que l'humour existe aussi un peu partout, mais il n'a pas toujours la même fonction. Chez nous, il a une fonction très importante.
d'ouvrir avec une espèce de brutalité agréable, une porte, des portes de... Si vous voulez, ça casse les formes classiques du moment, ça fait rentrer dans une pensée baroque, ça permet le retour du saisissement d'une certaine réalité de façon assez scandaleuse, mais ça permet à chaque fois, quand on le voit à travers l'histoire, ça permet à chaque fois que d'autres choses s'engouffrent grâce au scandale de l'humour. D'autres choses, comme la science notamment, la période de Galilée par exemple, où un grand changement dans la vision de l'univers, est accompagné d'énormément de manifestations de l'humour. Alors bien sûr, il y a Rabelais, il y a le roman picaresque espagnol, il y a des tas de choses comme ça qui ne viennent pas de nulle part, parce que le roman picaresque espagnol est né de l'oppression des maranes, et qui ont inventé un double, triple langage pour ne pas être persécutés à la fois par la communauté qu'ils étaient censés avoir quittée et par la communauté chrétienne qui les soupçonnait de ne pas être des bons convertis. Et ils ont élaboré une forme d'esprit, d'humour, un peu codé, qui leur permettait d'échapper, autant qu'il était possible, à la répression, enfin à la torture et à l'Inquisition. Et donc, il y a toujours eu quelque chose de très important, une fonction très importante, et on le voit dans cette littérature dès l'Antiquité, on le voit dans la philosophie grecque, il y a toujours un peu d'humour, et on le voit évidemment dans des périodes de très forts changements, comme le début de la Renaissance, c'est-à-dire du début du XVIe siècle jusqu'à la moitié du XVIIe siècle. On voit énormément de philosophes, de scientifiques, d'auteurs, qui tous ont recours à l'humour, et parmi eux, évidemment, peut-être le plus génial de tous, qui était Montaigne, qui a ouvert énormément de portes avec des stratégies humoristiques formidables dans ses essais. Mais les portes étaient ouvertes. Et par là se sont engouffrés. Alors bon, Shakespeare s'est beaucoup servi de ça, évidemment Cervantes, et tout notre siècle, dans notre siècle classique, le début du XVIIe, donc Molière, La Fontaine, étaient des champions de cet humour absolument scandaleux, très très scandaleux, mais très habilement manié. Alors il y en a qui n'ont pas eu de chance, qui sont passés, qui se sont fait repérer, qui sont passés dans les radars, beaucoup hélas, de la censure ecclésiastique ou de la censure d'État. Mais l'humour s'est toujours trouvé à la fois confronté à la violence de la répression, d'une façon assez spectaculaire, comme on l'a vu récemment encore avec les attentats contre Charlie Hebdo, où c'était une manifestation de violence extrême d'une foi rigide, traditionnelle, contre quelque chose de libre et de moderne qui ne supporte pas. Et je voudrais juste faire une petite remarque, peut-être qu'après on pourra développer ensemble, mais la part de nous, alors moi je ne suis pas croyant, mais il y a des gens croyants, je ne fais pas la différence entre les croyants et les non-croyants quant à la qualité des gens. Chacun a le droit de croire à des choses, et il y a des athées qui sont des abrutis et des croyants qui sont des gens formidables. L'humanité n'est pas séparée en deux, mais il y a une part de nous incroyante qui a besoin de faire surgir la réalité telle qu'elle est et qui est sensible à l'humour. Et la part de nous croyante ne rigole pas beaucoup, parce que l'humour est une façon de supporter la tragédie de la vie, le fait que l'on va mourir, de façon à ce que la joie de vivre soit possible, la perception de la réalité puisse nous enthousiasmer plus et nous rendre encore plus curieux qu'inquiets de ce qui nous attend. La curiosité doit l'emporter, et l'humour, c'est ça, ça sert aussi à ça. Et quand la foi est radicale chez quelqu'un, l'humour disparaît complètement. L'humour disparaît, on peut le remarquer. Moi, j'ai eu des expériences comme ça avec des croyants très, très forts, notamment musulmans, où on pouvait parler de tout, sauf que quand on commençait à rigoler, on sentait que la vie était en danger, on touchait à quelque chose de tabou. Le rire est interdit dans les discussions sérieuses concernant l'autre monde, la transcendance. L'humour se heurte toujours de façon violente
à la foi, à la croyance. La croyance, quand elle est radicale, et en revanche, à l'autre extrémité, on trouve des très grands humoristes qui imaginent le monde sans Dieu, c'est-à-dire, bon, Molière imaginait le monde sans Dieu, La Fontaine aussi, mais aujourd'hui, il y a des personnalités formidables comme Ricky Gervais, le fameux réalisateur et stand-upper anglais, qui n'est pas croyant, mais qui a un humour radical absolument formidable, absolument incroyable. Il y a donc voilà, pour supporter l'existence et supporter la difficulté d'être, je dirais que d'une façon un peu schématique, et évidemment, puisqu'il y a des tas de zones grises là-dedans, mais soit on a de l'humour, soit on a la foi. Et c'est deux façons de supporter la vie. Et évidemment, c'est plus de boulot de la supporter avec l'humour, parce que évidemment, ça se travaille un peu tous les jours. Peut-être la foi aussi, j'en sais rien, parce que je n'ai pas fait l'expérience. Merci. Xavier Gors, est-ce que vous gardez la foi dans l'humour ? Dans l'humour, oui. Oui, c'est même une foi, on va dire, que j'essaye absolument de conserver, parce qu'il faut faire un peu d'effort pour avoir la foi dans l'humour parfois. C'est des fois très difficile, c'est du travail. Ce que disait Philippe est tout à fait exact, c'est que l'humour vient toujours percuter le sacré. L'humour est là pour résister au sacré. L'humour vient également pour résister à la désespérance. Et c'est pas pour rien que certaines cultures, certains pays, dans certains pays, on a un humour très particulier qui est cultivé, justement parce que ce sont des lieux de désespérance. Donc c'est pour ça qu'on a un humour russe, c'est pour ça qu'on a un humour juif, c'est pour ça que... Et plus la situation est dramatique, plus on a besoin et nécessité de l'humour. D'une part parce que c'est un acte de résistance à cette oppression du drame, et c'est une façon également de tenir à distance. Alors ça, c'est une chose que je trouve très importante, l'humour est une façon de tenir à distance l'émotionnel, le compassionnel et toutes ces choses-là qui nous empêchent de réfléchir, qui prennent le pas sur notre cerveau. Quand l'émotion prend le pas sur la réflexion, on n'arrive plus à analyser la situation. D'une certaine façon, ça nous plonge encore plus dans le désespoir. Donc l'humour, pour moi, c'est ce qui permet de maintenir à distance l'émotionnel. On a besoin d'évacuer l'émotionnel pour arriver sur la réflexion, l'intelligence de la situation. Et c'est peut-être ça qui nous permet de nous sortir des situations dramatiques. Alors, précisément, lorsque vous avez quitté le monde, vous veniez de publier un dessin sur un sujet grave, sur l'inceste. C'était au moment de la parution du livre de Famille Agrandée. Camille Kouchner. Exactement, sur l'affaire Olivier Duhamel. Et vous avez fait ce dessin, et d'une certaine façon, vous avez été désavoué par la rédaction, qui s'est désolidarisée de votre dessin à la suite, j'imagine, des réactions soit des lecteurs, soit peut-être même en interne. Et donc là, vous avez fait un choix, c'est de quitter le journal. Oui, c'est un dessin qui ironisait non pas sur l'inceste, ni sur, bien évidemment, ni sur la victime de l'inceste. C'est un dessin qui ironisait sur une remise en question de la notion d'inceste, parce que celui qui avait commis l'inceste n'était pas un ascendant direct, un ascendant de sang, mais c'était le beau-père. Et donc j'avais fabriqué une généalogie ultra compliqué, avec un enfant qui disait: si le beau-père de mon père transgenre devenu ma mère a abusé de moi, est-ce que c'est un inceste? Donc c'était vraiment la situation absurde pour dénoncer ça. Et j'ai été attaqué sur les réseaux sociaux d'abord en disant que, un, je me moquais des transgenres, ce qui n'était pas du tout la question bien évidemment, et deux, que je me foutais de la gueule des victimes d'inceste. Aucun sens. Quand on décrypte le dessin, il n'est pas du tout question de ça. Donc, ce qui m'a choqué dans c'est pas l'attaque en elle-même, c'est le fait que ma rédaction, qui avait accepté le dessin, qui a publié le dessin, se soit excusée du dessin avec comme explication: le dessin aurait pu être interprété comme par, etc. Donc quand on commence à s'excuser pour un dessin qui pourrait être interprété comme, on est dans une absurdité totale de la situation, de l'appréciation. Et je trouvais que c'était tout à fait indigne de la part d'un journal de ne pas être capable d'abord de comprendre le dessin et de refuser que j'en fasse l'explication si nécessaire, et puis surtout de s'excuser derrière. Donc j'ai effectivement quitté cette rédaction sans regret. Fergan,
comment vous réagissez? Est-ce que ça, c'est vraiment la liberté d'expression qui est à un moment mise en cause? Et précisément, y a-t-il des contours à la liberté d'expression? On se souvient de tous ces débats après les attentats contre Charlie Hebdo sur la liberté d'expression. On se souvient d'abord de la grande manifestation, mais ensuite, on a entendu beaucoup le oui, mais. En fait, ce qui me frappe, avec notamment ce que dit Philippe et son l'expérience de Charlie Hebdo, c'est qu'aujourd'hui, on constate que finalement, la demande de censure a presque changé de camp. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, lorsque les penseurs, les écrivains des Lumières écrivaient des choses controversées, utilisaient des pseudonymes pour échapper à la censure, ils se méfiaient avant toute chose des autorités étatiques, des parlements qui étaient à l'affût des hérésies et autres propos qui pouvaient remettre en question l'autorité royale. Aujourd'hui, on a l'impression que la demande de censure vient davantage de la société civile elle-même, et que finalement, ce sont limite les États qui sont un petit peu embarrassés face aux demandes excessives de la société civile, qui peuvent parfois prendre des formes très violentes jusqu'à l'attentat, le meurtre, c'est-à-dire. Et donc, c'est ce qu'on a vu avec Charlie Hebdo. Moi, j'ai été assez frappé, par exemple, par la séquence où Emmanuel Macron s'exprimait devant Al Jazeera pour expliquer la liberté d'expression au peuple du monde musulman, ou alors à nos propres concitoyens aussi, peut-être, de confession musulmane, qui seraient tentés ou qui seraient choqués par telle ou telle caricature. Donc on a là finalement un renversement complet de la défense de la liberté d'expression, où ce sont les magistrats qui, face à une radicalisation de la société civile, eh bien, finalement, en vient à reprocher aux sociétés d'être insuffisamment tolérante, là où c'était plutôt l'inverse il y a quelques temps. Philippe, je pense que vous partagez totalement ce point de vue. Oui, ça c'est pour cela que je disais c'est plus grave que ça en introduction. Évidemment, le Chevalier de la Barre, et puis les mésaventures de Voltaire et les risques concourus et parfois des personnes très créatives, justement, à travers les siècles. C'était un risque qui venait de l'autorité religieuse ou de l'autorité royale, enfin de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, on est protégé par l'État. C'est la société qui nous... Moi, j'ai eu 20 peut-être et quelques procès pendant mes activités de patron de presse, et toutes les affaires concernaient des problèmes avec l'humour. C'était de l'humour incompris par des gens de la société civile, et la 17e chambre, qui est en France spécialisée dans ces questions, défend le droit à l'humour et a défendu par ses arrêts, par ses jugements, le droit à la caricature, le droit à la satire. Il a fallu vraiment travailler avec mon ami Richard Malka. On est dans les livres de droit maintenant. Il y a des jurisprudences Charlie Hebdo. Mais il a fallu lutter contre la société et non pas contre l'État. Voilà. Alors, je voudrais relever quelque chose qu'a dit... Oui, mon ami Xavier, il a dit qu'il a quitté cette rédaction du Monde, et parce qu'il ne brille pas par son humour, il faut bien le dire, sans vouloir être médisant avec des confrères. C'est quand même pas la fête de la poilade, le Monde. Et donc, j'ai remarqué une chose. Mon expérience, et j'en parle sans aucun regret, au contraire, moi je viens du spectacle. Je suis rentré dans le monde de la presse tout début des années 90, mais toute ma vie d'avant était avec plus ou moins de pertinence, mais enfin consistait à faire rire les gens, entre autres choses, les émouvoir, mais aussi surtout de les faire rire. Et quand je suis arrivé dans le monde de la presse, j'ai senti qu'il y avait pas une... je voulais pas y croire au début, mais une sorte de délégitimation permanente de l'origine de saltimbanque. Et ça, il faut que les humoristes le sachent et qu'ils soient heureux de ça. Il faut savoir que l'humour ne doit pas attendre de récompense de la part de la société. Ne doit pas attendre. L'humour doit être à lui-même sa propre récompense. Parce que les gens nous rendent pas beaucoup grâce. Il n'y a pas beaucoup d'honneur à faire rire les gens, à les distraire.
D'ailleurs, vous regardez le Festival de Cannes, depuis sa création, il a dû peut-être récompenser une comédie. Le reste, c'est les Frères Dardenne. Et donc, la comédie est mal vue, et pourtant, Dieu sait si la comédie est un art absolument formidable, et très très haut dans l'art cinématographique, puisque ça commence avec Chaplin, le cinéma. C'est-à-dire avec un humoriste. Ça commence avec l'automne, avec des gens comme ça, avec voilà, Buster Keaton, et puis Ernst Lubitsch, enfin, qui est vraiment un génie du cinéma immense. Mais voilà, tous les Frères Dardenne, qui sont des bonnes critiques dans Télérama, Le Monde et France Inter. Donc, enfin, il y a des humoristes qui ont eu un grand parcours. Je pense à un certain président ukrainien qui a quand même commencé comme alors justement, Volodymyr Zelensky. D'abord, il est humoriste, puis ensuite comédien. Absolument. Et alors là, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais Zelensky, moi j'ai une admiration, beaucoup d'admiration pour Zelensky, il y a plus d'un titre. Je trouve qu'il a ce point commun avec Churchill. Churchill était alcoolique et bipolaire. Et c'était un artiste. Et il a sauvé le monde. Il a sauvé le monde. On est là aujourd'hui grâce à Churchill. Vraiment. Il était tout seul. Il a choisi le général de Gaulle. Il a fait. Enfin, vous voyez, bon. Churchill, et vous lisez ses mémoires, il est drôle tout le temps, d'une grande intelligence. Et il y a quelque chose avec. Alors lui, il était de famille royale. Enfin, il était bon. Zelensky vient du cabaret, et on sent dans la façon dont les chefs d'État en parlent, dont les journalistes qui ont fait Sciences Po, machin, ils en parlent, ils le trouvent formidable, mais en même temps, ils sont prêts à rien lui pardonner. Là, il vient de faire une petite erreur de com', là récemment, avec les 2 missiles en Pologne. Alors tout le monde lui est tombé dessus, Ségolène Royal, etc. Enfin bon, tu verrais, Ségolène Royal, bon, ok. Bon, mais bon, mais il y a cette espèce de condescendance vis-à-vis de l'humoriste, qui pourtant sont des gens qui, tous les jours, quand ils sont bons, sauvent un peu le monde. Les humoristes sauvent le monde. Alors, il y a une humoriste qui... Il y a une humoriste qui fonctionne très bien. Elle s'appelle Sandrine Rousseau. Et donc, c'est le conte parodique de Sandrine Rousseau. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de voir que ce conte parodique a plus d'abonnés maintenant, dépassé l'été dernier. Parce que avant de venir, je regardais, 132 674 abonnés pour Sandrine Rousseau et contre 105 220 abonnés pour l'Avatar. Pour la vraie. Et la personne qui tient ce compte a été interviewée, comme quoi on trouve des très bonnes interviews aussi dans Le Monde, et en particulier expliquant qu'aujourd'hui, parce qu'évidemment ce compte est très attaqué du côté de Sandrine Rousseau qui ne supporte pas cette parodie. Et, elle a un nom, je m'excuse, je te coupe, parce que est-ce qu'elle est descendante de Jean-Jacques Rousseau? Parce que c'est la vraie question. S'il y a bien un auteur des Lumières, anti-Lumière, et qui n'est pas marrant, c'est bien Jean-Jacques Rousseau. Les autres ont beaucoup de talent et sont formidables, mais Rousseau, je me demande de Jean-Jacques à Sandrine. Ouais. Et qui est un peu d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau, qui est un peu l'ancêtre des écologistes. Mais bien sûr, c'est pour ça. Oui. Il a le nez dans la nature, c'est un truc horrible. Fergan, je vais y revenir justement. Vous la connaissez, Sandrine Rousseau, vous avez débattu ou tenté de débattre avec elle. Moi, je la connais. Et précisément, l'auteur de ce conte parodique explique qu'aujourd'hui, il y a peut-être un clergé 2.0. Et on parlait tout à l'heure du clergé qui a longtemps fait de la censure, mais est-ce qu'aujourd'hui, le vrai sujet, il n'est pas sur les réseaux sociaux pour l'humour? Les réseaux sociaux jouent un rôle dans l'hystérisation des débats, mais je pense que ça remonte à plus loin que ça, puisque c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ce qui est de l'humour, pour ce qui est de tout ce qui est relatif... tout ce qui risque de choquer. Vous avez aujourd'hui, même dans les milieux académiques et intellectuels, tout un corpus idéologique, intellectuel qui nous explique qu'il existerait quelque part une sorte de droit à ne pas être offensé qui serait susceptible de légitimer quelques restrictions à la liberté d'expression. Alors, effectivement, ce droit à ne pas être offensé, il est tantôt opposé aux humoristes, tantôt opposé aux caricaturistes, tantôt opposé à toutes sortes de personnalités. Ce qui est assez inquiétant, c'est que très peu de gens, en tout cas dans ces milieux-là, s'aperçoivent que dans une société libérale et démocratique, il ne peut pas y avoir de droit à ne pas être offensé, à ne pas être choqué. C'est-à-dire que ce droit à ne pas être choqué, ce droit à ne pas être offensé, porte en lui ni plus ni moins que les germes de la destruction des sociétés pluralistes. Et donc, quelque part, il faut aussi insister
en disant que c'est celui qui ne veut pas être choqué qui doit quelque part se terrer dans une grotte pour se prémunir contre toutes les opinions qui risquent d'interpeller sa conscience. Mais le prix à payer pour vivre dans une société libre où la liberté d'expression, le pluralisme est garanti, c'est cette possibilité d'être sans cesse confronté à des choses déplaisantes, à des choses qui heurtent, à des choses qui énervent profondément. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas relativiser sous peine de mettre en péril l'ordre constitutionnel. Oui, on a forcément une pensée maintenant pour Charles Wolinski qui a vu Etinus. Ils étaient 12 ce jour-là, mort, mais c'est les grands dessinateurs de Charlie Hebdo. Et ce jour-là, d'une certaine façon, c'est la liberté d'expression qu'on a voulu éteindre. Il n'y a pas de démocratie sans humour. Ça ne peut pas exister. Pour que le débat soit possible entre deux personnes, il faut qu'à un moment ou à un autre, elles puissent rire ensemble de la même chose. Il y a des gens qui ne s'entendent pas bien. Vous êtes dans une salle de spectacle, il y a forcément des gens qui a priori ne peuvent pas s'aimer tellement pour des tas. Voilà. Et s'ils rient ensemble aux mêmes choses, on sent tout de suite que la communication devient possible. C'est vraiment, on dit briser la glace, c'est une expression toute faite, mais certes, ça existe. Et ça, c'est décisif. C'est notre civilisation, elle est faite comme ça. Et quand on voit ce que véhicule de censure les réseaux sociaux, on se dit, on est mal barré, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont plus forts que les journaux, les réseaux sociaux sont plus forts que tout, il va falloir arrêter cette puissance, il va falloir arrêter ça, parce que ça rend les gens, ça rend l'autre, l'humour, si vous voulez, rend l'autre réel. La réalité surgit de façon parfois scandaleuse, et ça rend l'autre réel. Et toute notre civilisation, depuis l'Antiquité dont je parlais tout à l'heure, elle consiste à rendre l'autre réel. La réalité de l'autre, juste depuis Socrate jusqu'à Lévinas, le visage, la caresse, etc. Vous voyez, c'est le visage de l'autre qui nous oblige. Eh bien, ça, les réseaux sociaux rendent... C'est la première fois dans notre histoire plurimillénaire qu'une force aussi indestructible apparemment, aussi puissante, rend l'autre abstrait. Et vous voyez, dans l'histoire de Mila, par exemple, j'ai été frappé au procès, que j'ai suivi, qu'il était défendu par Richard Malka, et les types qui étaient accusés disaient on ne savait pas que c'était grave de dire qu'il fallait la violer, l'égorger, l'éventrer. On ne savait pas que c'était grave. Forcément, les gens sont abstraits sur les réseaux sociaux. Ça fait 2500 ans qu'on essaye de rendre l'autre concret, et voilà un truc qui nous arrive qui rend l'autre abstrait. Parce qu'un terroriste... Alors, c'est très très loin dans l'antithèse de l'humour, le terrorisme, évidemment. Vous voyez, bon. Et qui tire sur une terrasse de café avec une arme lourde, c'est quelqu'un qui tire sur des êtres abstraits. Sinon, il ne le ferait pas, vous voyez. Et si on ne se pose pas la question de la réalité de l'autre en permanence et d'une culture qui permet ça, et donc de l'humour, on est foutu. C'est-à-dire, on n'a plus que 10 ans à vivre en démocratie en Europe. Si on ne se pose pas cette question-là de façon puissante, active, créative, on est foutu. Je pense qu'on n'est pas foutu, mais si on s'en occupe. Mais si on ne s'en occupe pas, c'est fichu. J'ai l'impression également qu'il y a une autre dimension qui est importante aujourd'hui, c'est l'espèce d'esprit de sérieux qui tombe comme une chape de plomb sur la société. Et à cet égard, il y a une chose moi, qui m'a marqué, c'était l'expression de Greta Thunberg qui a dit « Je veux que vous paniquiez ». Et je crois qu'on est vraiment dans cette situation-là où face à l'ensemble des dangers qui nous submergent, que ce soit la transition écologique, que ce soit les guerres, que ce soit l'inflation actuellement, etc., enfin toutes ces choses-là, on est dans une société qui est en train de paniquer. À partir du moment où on panique, on commence à perdre toute distance par rapport aux choses. C'est la pire des choses qui peut arriver de paniquer quand on est face à un danger. Quand on est dans un bateau, que les gens commencent à paniquer, tout le monde coule et tout le monde meurt. Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et l'humour, c'est là où il est salvateur, c'est comme je disais tout à l'heure, l'humour permet de prendre la distance nécessaire pour éviter justement de sombrer dans la panique et de faire n'importe quoi. C'est ce qui nous permet de prendre un peu de distance par rapport à la dramatisation de la situation. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas dramatique, mais ça veut dire qu'en prenant la distance nécessaire à travers l'humour et le décalage, on peut se remettre dans le terrain de la raison, je redis un petit peu ce que je disais tout à l'heure, et après travailler de façon créative à des solutions. C'est ce qu'on voit aussi en Russie ou en Ukraine.
les situations auxquelles je faisais allusion au début de ce débat. Fergan ? Oui, tout à l'heure, on parlait du fait que l'un des véritables changements sur la censure venait du changement de la demande, c'est-à-dire que la demande n'était plus étatique, mais était sociale. Je pense qu'une autre force, aussi une autre tendance qu'il faut souligner, c'est que les menaces aujourd'hui qui pèsent sur l'humour et la liberté d'expression sont de moins en moins nationales et de plus en plus internationales. Et c'est ça aussi qui m'interpelle, et on l'a vu cet été avec le cas de Salman Rushdie, c'est-à-dire qui, je pense, persiste à être sous-estimé aujourd'hui dans les débats publics occidentaux, puisque quand on regarde aujourd'hui la situation, notamment des caricatures, finalement, la France, on est peut-être le seul pays à continuer à en faire, et on voit que les autres pays européens sont beaucoup plus réticents qu'ils ne les... Pardon ? Les États-Unis, oui. Le New York Times en 2019 qui a arrêté ces dessins de presse. Tout à fait. Un dessin de d'autant plus Chapat qui avait été peu apprécié. Et le journal a décidé d'arrêter de publier des dessins. C'est d'autant plus interpellant que les États-Unis ont historiquement une conception quasi absolutiste de la liberté d'expression. Et en effet, c'est-à-dire que là, il y a quand même un signal qui est envoyé, qui est assez inquiétant sur le plan géopolitique, puisque ici, la liberté d'expression ne relève plus seulement d'un ordre juridique national, mais dépend aussi de rapports de force entre des normes étrangères. Et donc, ce qui est un peu inquiétant, c'est que pour reprendre le cas de Salman Rushdie, ce que la plupart des islamologues comme Gilles Kepel disent, c'est qu'on sous-estime la portée politique d'un acte comme celui de l'ayatollah Khomeini dans les années 80, qui n'a pas seulement finalement ciblé un individu en particulier avec cette menace de mort en raison d'un ouvrage satirique, mais qui, avec un seul acte juridique, a finalement considéré que sa juridiction, la juridiction de l'islam radical, finalement s'étendait à la terre entière. Et donc avec une capacité de la législation islamique, en l'occurrence, eh bien de primer sur les droits de régime démocratique et constitutionnel. Et aujourd'hui, ce conflit de normes, il affecte beaucoup plus qu'on ne le pense l'attitude et le travail des journalistes, des humoristes en Europe. Et ça, il me semble que c'est un phénomène qui persiste malheureusement à être sous-estimé. Parmi les dessinateurs étrangers, je voyais tout à l'heure Jeannette Bougrab qui me rappelait à juste titre qu'en Algérie, il y a le journal La Liberté qui a fermé ses portes au mois d'avril, qui s'est d'ailleurs auto-liquidé en quelque sorte. Et dans ce journal paraissait tous les jours le dilemme qui faisait des billets extrêmement, des dessins extrêmement puissants. Et notamment le jour de la fermeture, il a fait un dessin représentant un cercueil sur lequel était inscrit Beau Liberté. Et le titre du dessin, c'est Le Dernier Bouclage. Et on observe effectivement qu'un peu partout, les dessinateurs, les caricaturistes, il y en a quand même peu. Alors, précisément, Xavier Gorce, vous les défendez et vous travaillez autour d'un projet de maison du dessin de la presse. Vous voulez nous en dire peut-être un mot ? Oui, alors c'était un projet qui avait été porté par Wolinski il y a de nombreuses années et qui, après son assassinat, a été repris par Maryse Wolinski, sa veuve, et qui a voulu reporter à nouveau ce projet de création d'une maison du dessin de presse. Donc elle l'a présenté à Macron, qui l'a repris à son compte, qui a voulu effectivement... faire en sorte que ce projet voit le jour. Et il y a 2 ans, il a relancé cette initiative en annonçant l'engagement de l'État dans la création de cette maison du dessin de presse. Donc, moi, je fais partie d'une commission qui supervise la mise en œuvre de cette maison du dessin de presse. On est une dizaine, quelques dessinateurs, d'autres personnes qui viennent un peu du milieu de la presse, autour de la presse, des philosophes, des historiens, etc. Et c'est un projet qui est intéressant parce que l'idée, c'est effectivement d'avoir une fenêtre, une vitrine du dessin de presse, de promouvoir le dessin de presse à travers des actions pédagogiques, à travers des expositions, à travers parce que c'est toute la difficulté du dessin de presse, c'est que le dessin de presse est un langage. Comme un autre, et c'est un langage donc qui a des codes, qui s'exprime dans une certaine dimension que tout le monde n'a pas. Et les drames qui ont pu avoir sont des drames de l'inculture, sont des drames de l'incompréhension, sont des drames qui sont que
des gens qui ne maîtrisent pas les codes du dessin jugent le dessin comme étant une attaque personnelle ou une offense ou un blasphème. On rappelle au passage que le blasphème n'existe pas en France, c'est toujours bon à répéter. Et donc il y a tout un travail pédagogique à faire pour expliquer ce qu'est le dessin, ce qu'est l'humour, ce qu'est le contre-pouvoir, ce qu'est cette façon de s'exprimer et expliquer que c'est un outil démocratique. C'est pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est un outil démocratique fondamental. Xavier, quand vous réalisez un dessin, d'abord, où est-ce que vous allez chercher votre inspiration dans l'actualité, etc. Et est-ce que vous mettez des limites dans le dessin que vous allez faire? On a parlé tout à l'heure de douce brutalité. Je ne sais pas si on a parlé encore de transgression, mais au fond, tout ça, c'est possible. En fait, c'est la loi qui limite le dessin. Oui, tout à fait, clairement. Il y a un cadre légal, mais pas que le dessin, sur l'ensemble de l'expression, à tous les niveaux. Oui, qui est très libéral, mais bon, il y a certaines choses comme la diffamation, comme l'insulte, comme les fake news, etc. Enfin, les fake news, encore faut-il les prouver, mais il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais après, le reste est très large. Et comment dire, on nous pose souvent la question, effectivement, de l'autocensure, de la censure, etc. En termes de censure, j'en ai pas. Je dois dire, mais même de la part de la rédaction du Monde précédemment, après avoir travaillé 18 ans pour eux, il y a eu 2 ou 3 dessins qui ont été refusés, ce qui est quand même extrêmement peu. Et puis, de la part du Point actuellement, aucune non plus. Donc on a quand même, dans la presse française, une très grande liberté pour s'exprimer à travers le dessin et l'humour. Ensuite, au niveau de ce qui pourrait être de l'autocensure, moi j'appelle ça plutôt du tri sélectif. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, c'est de passer des dessins qui me semblent bons. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons, mais au moins qui me semblent bons à moi et que je propose à la rédaction qui les passe ou les passe pas selon son choix à elle. Je rappelle aussi que les droits et les devoirs d'une rédaction, c'est bien évidemment de faire le tri dans ce qui est publié. Le dessinateur n'a pas un droit de propriété sur l'espace qui lui est offert dans un journal. Donc c'est la responsabilité d'une rédaction que d'accepter ou de ne pas accepter un dessin. Mais dans ce cadre de figure, dans ce cadre de contrainte, je dirais que la liberté est quasi totale. Oui, Philippe. Je suis tout à fait d'accord avec la sagesse qu'exprime Xavier. On a travaillé, nous, à Charlie Hebdo pendant 20 ans, à peu près, dans la plus grande liberté, protégé, on pourrait même le dire, par la justice, d'une certaine façon, puisque le cadre légal, après tout, le cadre légal, ça ne relève pas de la liberté d'expression de ne pas passer des dessins antisémites, enfin. L'antisémitisme ne relève pas de la liberté d'expression, ça relève du droit pénal. Donc voilà. Alors, je voudrais revenir en vitesse quand même au rôle ambigu, enfin paradoxal de l'humour. L'humour est là pour bousculer des valeurs. Il les bouscule et il les transgresse. Et dans notre monde démocratique, cette transgression des valeurs, qui est parfois dure à digérer, parce qu'on peut la trouver de très mauvais goût, qu'importe, il faut supporter le mauvais goût des autres, hein, et elle permet à ces valeurs de s'adapter à la réalité présente. C'est un rôle rénovateur, comme la musique baroque arrive, ou après la musique plus classique, ou la littérature baroque, qui permet davantage de dire le monde, parce qu'elle se libère des règles classiques. Enfin, il y a un très beau livre de Stendhal là-dessus, qui s'appelle Racine et Shakespeare, qui est magnifique. Et je voudrais juste dire un mot sur Cabu et Wolinski et Charlie Hebdo. Bon, alors, j'ai dirigé Charlie longtemps, pendant beaucoup d'années, mais vous savez, c'était un journal qui existait dans les années 70, que je lisais, et j'ai mis malgré tout un certain temps à comprendre comment l'âme, le code génétique, on dirait maintenant, du journal, c'est pas si facile que ça. Même quand on connaît bien un journal, il y a des choses qui m'intéressaient moins que d'autres dans ce code génétique. Il y avait une partie, si vous voulez, qui m'était plus désagréable. Par exemple, je sais pas, le Choron m'intéressait moins que Wolinski, si vous voulez. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ils avaient en commun quelque chose d'extrêmement intéressant, qui a beaucoup à voir, enfin, qui a tout à voir avec notre débat, enfin, notre table ronde.
c'est un journal qui touche dès le départ, qui se fonde tout de suite sur quelque chose, une transgression du sacré. Le premier jour, il rit avec la mort. Avec De Gaulle. Il rit avec la mort. Et c'est un journal qui riait avec la mort. Il rit avec le sacré. Ça a été Bal tragique à Colombey, quand De Gaulle est mort, qui a suscité donc l'interdiction de Hariri. Hebdo, ils ont refait Charlie Hebdo à l'identique. Et ça commence comme ça. Mais c'est vrai même pour eux. Alors, je connais les rapports qu'il y avait entre Reiser et Cabu et Wolinski. Et ils étaient très, très proches. Et il y avait une amitié d'une intensité formidable entre Reiser et Wolinski. Et Reiser est mort très vite d'une maladie très pénible, très douloureuse. Et pour Wolinski, ça a été un deuil dont il s'est mal remis. Il s'est jamais tellement remis. Il a eu 2-3 deuils dans sa vie, dont celui de Reiser. C'était un déconneur mélancolique, et c'est les meilleurs. Et il a fait une couverture quand Reiser est mort. C'est une de Charlie. Reiser va mieux. Il a été au cimetière à pied et on voyait Reiser en train de transporter son cercueil au cimetière du Montparnasse. Vous voyez, c'est quelque chose. C'est une relation à la mort, à la tragédie, à la difficulté de vivre, à la cruauté du monde, à la barbarie, qui est décisive. Et ça, c'était très beau dans ce journal. C'est quelque chose de très poétique qu'il y avait au fond dans le code génétique, et qu'il y a toujours d'ailleurs dans le code génétique de Charlie Hebdo. Dans ce titre qui était gardien de cette transgression ultime, cette transgression qui permet de bousculer la mort, de bousculer le sacré, de bousculer ce qui nous met à terre, ce qui est censé nous effondrer. Il est difficile de pleurnicher quand on a perdu des amis comme ça, et pourtant, ça nous réveille la nuit. Il nous manque tout le temps, mais on a le devoir de continuer à déconner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important, parce que c'est garder la tête haute, et garder la tête haute et pas emmerder le monde avec nos chagrins, et essayer au contraire de faire rire nos semblables. Merci. Je vous propose de passer aux questions. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois un bras. Une main qui se lève là, devant moi. Oui. On vous écoute. Oui, bonjour et merci. Je me posais une question. Déjà, pour l'avenir, parce qu'on est ici, on est pour l'avenir. Donc, quel va être l'avenir pour vous par rapport à votre humour, à la façon dont vous le voyez? Comment, avec les évolutions de la société qui sont en route et qui sont prévisibles, que va devenir l'humour? La deuxième question. Vous nous direz à qui vous voulez adresser cette question. À vous quatre. Hein, c'est une question assez serrée, un peu anglais. Moi, je réponds très rapidement à celle-ci, d'ailleurs. Ça dépend de vous. Si vous continuez à rire avec nous, il n'y a pas de problème. Nous, on va continuer. Hein. Mais ça dépend des gens. Il est en train de nous dire qu'on va continuer à déconner. Chacun est ensemble. responsable de la catastrophe dans laquelle on peut tomber ou de la rédemption qui nous attend. Chacun de nous est responsable de ça. Il n'y a pas... Voilà. Et moi, je voudrais compléter. Je voudrais dire que comme effectivement, on va vers des choses de plus en plus tragiques et qu'on va forcément rire de plus en plus. Très bien. La deuxième question, c'était, est-ce que vous pensez qu'à aujourd'hui, un humoriste que l'on a tous apprécié, peut-être pas tous, je ne sais pas, vous pensez à qui? Ségolène Royal? Non, ça, non. Là, on est tous d'accord. J'ai oublié son nom. François Hollande. Non, Monsieur Petite Blague. Un vrai humoriste. La minute de Monsieur Cyclopède. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Est-ce que Pierre Desproges pourrait encore s'exprimer? Mais bien sûr.
Mais bien sûr, il faut mettre le pied dans la porte. Il y a eu à l'Olympia, je reviens à Ricky Gervais qui est passé, c'est en anglais, mais il dit bien plus, bien pire, bien énorme, plus énorme encore, parce qu'il a décidé de ne pas se laisser intimider. Alors, ça a ses limites. Un jour, il aura peut-être des problèmes, mais nous, on a eu des problèmes dramatiques. Mais on peut tout faire. Je pense que se résigner à une prudence, c'est un suicide culturel. Parce que toute notre culture, de Shakespeare à Proust, en passant par Fernand Reynaud, et si vous voulez, il y a l'humour dedans. Il n'y a pas de génie sans humour, ça n'existe pas. On a besoin de nos génies scientifiques, nos génies littéraires, nos génies... On a besoin, c'est ce qui nous fait avancer dans nos sociétés, et ils ont tous de l'humour. Ceux qui n'en ont pas ne sont pas des génies. Nietzsche disait, on reconnaît l'homme des génies à son rire, le grand homme allemand ne rit pas. Mais c'est Nietzsche, il avait un compte à régler. Bon. J'accepte l'augure de tout ça. Xavier, tu voulais ajouter un mot? Oui, d'ailleurs, on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Bon, je rappelle que c'était une parole de Desproges dans un spectacle. Et je voulais juste aussi faire une petite remarque par rapport à cette blague. C'est que la grande différence entre la période Desproges qui faisait des spectacles dans une salle, c'est qu'il était face à un public qui venait le voir et qui savait ce qu'il allait raconter. Donc il n'y avait pas de suspicion d'antisémitisme quand il sortait une énormité comme ça. Donc là aussi dans l'humour, il faut penser que je disais tout à l'heure que c'est un langage, c'est aussi une connivence entre celui qui parle et celui qui reçoit. Donc il y a un échange entre les deux, un échange créatif. Une autre question? Le micro arrive. Pendant que le micro arrive, je voudrais juste appuyer sur ce que tu dis. L'humour a ceci de commun avec la poésie, c'est que quelqu'un qui lit un poème et qui vit profondément ce poème, sa beauté, son émotion, il est le poète. Celui qui lit ça, il est Verlaine, il est Apollinaire. Et celui qui rit à quelque chose de vraiment drôle, d'humoristique, il est l'humoriste. Il a reçu, il s'est approprié, et ça provoque une forte réaction chimique en lui-même, le rire, et il est l'humoriste. C'est une communication entre l'intelligence, entre des intelligences. Et même une communion, le rire collectif, c'est une communion. Il y a quelque chose de, sans vouloir prendre un terme religieux que je sens te rebute profondément. Alors, une question et ensuite on prendra celle-ci. Attendez, oui, allez-y là. Pas tout à fait une question, mais de constater que pour nous, là, qui sommes assez âgés, et qu'il faut courir vite parce que l'avenir est quand même derrière nous. Chacun. Alors, je peux le justifier d'une autre manière, c'est que le mot « avenir », qui est un mot, mais qui est aussi un verbe, on sait le verbe conjugué à ce qui est avenu. Donc, au participe passé du verbe avenir, au participe présent du verbe avenir, c'est avenant. Mais comment faire pour le mettre au participe futur? Eh bien, ça existait beaucoup avant. Le participe futur, ça a été éliminé en France, mais c'est tout simplement l'aventure. Merci de m'avoir écouté. Très bien. Merci. On vous écoute. Oui. Pouvez-vous nous Bonjour, rappeler, madame. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler précisément les cadres juridiques qui encadrent la liberté d'expression et l'humour? Parce que pour certaines personnes, malheureusement, le racisme, l'antisémitisme leur semblent des opinions comme d'autres, alors que ce sont quand même des délits. Alors le cadre de la liberté d'expression, en gros, si vous voulez, il y a la diffamation, il y a l'insulte, il y a la menace, ce qui met en danger la vie d'autrui, et puis le racisme et l'antisémitisme. L'appel à la haine aussi. Oui, voilà, la menace, oui, l'appel à la haine, etc. Donc, vous voyez, ça va, quoi. C'est pas, on n'est pas. Alors, on peut arriver à rire en dehors de ça. Ouais. On n'a pas, vous voyez, l'humour n'a pas besoin de transgresser ça pour exister. Ou alors, enfin, ça dépend qui, ça dépend d'où ça vient. Évidemment, Pierre, quand il disait ça en arrivant sur scène, on savait que c'était Pierre Desproges. Voilà. Et puis une fois de plus, c'était pas dans les réseaux sociaux, c'est de l'humain. Je pense qu'il faut revenir, il va falloir très vite revenir à ce que nous sommes en train de faire ici, c'est-à-dire à nous voir, à nous sentir en tant qu'être humain ensemble, en train de partager des idées physiquement, vous voyez. Et il va falloir recultiver ça. Je pense que c'est très très nécessaire. Merci Philippe, merci Xavier, merci Fergan. C'était passionnant.